Dans la vie, il n'y a qu'un seul type d'échec, c'est celui de ne pas essayer, de ne pas tenter, puisque quand vous n'atteignez pas le résultat, il y a forcément eu des apprentissages, des rencontres, une progression. Chère Marie-Amélie, tu n'es pas qu'une championne paralympique, tu es une femme de conviction qui transforme le paysage sportif français, une présidente qui bouscule aussi les codes établis. Encore merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui. Alors, première question pour toi, Marie-Amélie, pourrais-tu nous partager les grandes étapes de ton parcours et les défis que tu as surmontés pour devenir triple championne paralympique? L'aventure, elle commence à l'âge de 6 ans. Pas du tout par ambition, pas du tout par vocation, mais simplement, et ça va être le lot finalement de toute ma vie, parce que quelqu'un va m'avoir impulsé cette dynamique-là. Et cette personne qui est une personne fondamentale de ma vie, c'est ma grande sœur, qui veut faire de l'athlétisme, qui veut pas en faire toute seule. Et donc à l'âge de 6 ans, parce que je pense aussi que comme elle était de 4 ans mon aînée, il y avait un peu un côté c'est mon idole, j'ai envie de suivre sa voie, je vais la suivre dans cette aventure. Et ce sport va se révéler assez rapidement comme quelque chose d'important dans ma vie, un peu comme un pilier de ma construction identitaire, très complémentaire de ce que je vais recevoir d'un point de vue éducation par mes parents, de ce que je peux découvrir à l'école. Voilà, c'est un troisième cercle dans lequel je vais me comprendre, me découvrir, mettre en place une réussite de défi que je vais pas tous réussir, mais en tout cas, tout ça va être très structurant pour moi en termes de valeurs, en termes d'engagement et en termes de persévérance. Pour autant, dans les années qui suivent cette découverte du sport, à aucun moment, en tout cas je m'en souviens pas, rêver de devenir championne olympique. Voilà, c'est pas quelque chose qui fait partie de ma vie. Moi, mon rêve, il est ailleurs. Mon rêve, il est dans le monde des sapeurs-pompiers. Et à l'âge de 10 ans, je sais exactement quelles études je vais faire, quel est mon parcours, quel est mon cursus pour devenir officier chez les sapeurs-pompiers. Donc voilà, je rentre jeune sapeur-pompier jusqu'à mon adolescence où finalement tout va basculer puisque le 31 mars 2004, je suis victime d'un grave accident de la circulation et très rapidement le diagnostic va être sans appel puisque mes blessures sont tellement graves que jamais je ne remarcherai normalement. Donc on ne sait pas à ce moment-là si je pourrais refaire du sport. Et dans les jours qui suivent, les médecins vont m'annoncer finalement ce qui est la pire nouvelle pour eux, c'est-à-dire l'obligation de m'amputer. Et donc là, voilà, on a finalement une contrainte nouvelle, on a une grande difficulté de vie. Et cette difficulté de vie, je vais arriver à la traverser parce que je suis entourée de personnes extraordinaires, notamment ma sœur, mes parents, mon beau-frère, toute la famille des pompiers qui vont m'aider finalement à construire cette vie nouvelle. Une vie qui est foncièrement différente de celle que j'avais imaginée, de celle que j'avais projetée, mais très rapidement portée par cet entourage, par ses amis, par ma famille. Je vais comprendre que, en fait, j'ai les clés en main d'une nouvelle vie, mais qui n'est pas une vie moins belle. Elle est simplement faite d'autres rencontres, d'autres chemins et d'une voie qui est peut-être un peu plus incertaine que celle que je m'étais projetée depuis ma toute tendre enfance. Donc, grâce à eux, je vais m'engager sur cette nouvelle voie. Je vais essayer de reconstruire ma vie, de trouver des nouveaux objectifs. Et ces nouveaux objectifs, je vais les trouver dans le sport, dans un premier temps, avec un jour cette ambition de recourir, de retrouver ce plaisir de la course, chose qui va être faite dans les 4 mois qui suivent l'accident. Et grâce au sport, en fait, j'ai pu tracer ma propre voie, apprendre à me connaître, à me comprendre, et finalement aller là où j'avais envie d'aller, et pas là où la société m'attendait, parce que j'étais en situation de handicap. Et puis il y a aussi des moments difficiles, qui sont des moments de profonde remise en question de soi-même, de son modèle, de son entourage, et dans lesquels, voilà, dans ces tempêtes-là, il faut trouver des pistes de résolution, il faut trouver des façons d'avancer, de se protéger aussi, pour nourrir des objectifs nouveaux et toujours être dans une dynamique positive, projeter vers le futur sans chercher à changer le passé. Alors, quel conseil donnerais-tu aux femmes entrepreneurs pour surmonter les obstacles et rester résilientes face aux défis? Il est très simple, c'est celui d'oser. D'oser, en fait, sans se poser la question du regard de l'autre, sans se poser la question de ce qu'attendent les autres de vous. C'est à un moment donné, quand on a une vision, quand on a une détermination, c'est de chercher à la mettre en œuvre, de s'entourer des bonnes personnes et d'oser. Parce que oser, c'est déjà un premier pas vers le succès. J'estime que dans la vie, il n'y a qu'un seul type d'échec. C'est celui de ne pas essayer, de ne pas tenter, puisque quand vous n'atteignez pas le résultat, il y a forcément eu des apprentissages, des rencontres, une progression.
pas à hauteur de ce qu'on avait espéré, mais en tout cas, il y a des apprentissages qui nous permettent de grandir et ça, on les mettra à profit sur un temps second. Quelles sont aujourd'hui tes batailles quotidiennes méconnues du grand public? Elles sont toutes connues, en fait, du grand public, mais en fait, moi, je suis toujours animée par ce rêve que le sport devienne une opportunité réelle et réaliste pour toutes les personnes en situation de handicap partout sur le territoire. Ça paraît être une petite goutte d'eau dans la mer, ça paraît être quelque chose de totalement insignifiant, mais quand je regarde à quel point le sport a été structurant dans mon parcours de vie, à quel point les familles que l'on rencontre, les enfants que l'on rencontre en situation de handicap nous témoignent le rôle qu'a joué le sport dans leur vie, je peux vous dire que c'est pas juste un petit grain de sable, c'est vraiment quelque chose qui crée une dynamique plus globale pour la personne en situation de handicap, pour sa confiance en elle, pour son parcours scolaire, pour son entrée dans le milieu professionnel, mais c'est aussi un message très fort qui est envoyé à la société. Eh bien justement, comment penses-tu que les entreprises peuvent vraiment promouvoir aujourd'hui l'inclusion et la diversité au sein de leurs équipes? Il est temps que la globalité des entreprises franchisse un cap. Et le premier cap, c'est de franchir cette peur, ce questionnement. Et en fait, on se rend compte qu'il y a beaucoup de peurs qui sont projetées de notre capacité à accueillir un collaborateur en situation de handicap, mais parce que le handicap est une situation que l'on méconnaît. Alors que des études récentes nous démontrent bien que une entreprise qui s'ouvre aux personnes en situation de handicap en leur donnant les moyens d'être performants. Et dès l'instant qu'on arrive à créer ces conditions un peu vertueuses de travail, on se rend compte que le bien-être du collectif, il est renforcé, que la performance globale, elle est nourrie, parce qu'il y a une dynamique interne, parce qu'il y a une émulation qui se crée, et donc ça rend ces collectifs beaucoup plus performants. Comment aussi faire évoluer le regard, tu en parlais tout à l'heure, sur le handicap en entreprise, concrètement? Pour moi, l'évolution du regard, il passe par deux enjeux. Parler beaucoup plus de la situation de handicap. Je pense qu'en fait, on méconnaît beaucoup de choses. Et puis le deuxième pilier, je le disais tout à l'heure, c'est celui de la rencontre. Et moi, je suis intimement convaincue que si on réussit ce défi de l'école inclusive, et mettre en place une école inclusive, c'est pas prendre l'enfant en situation de handicap et le déposer au milieu de l'école ordinaire. Ça fonctionne pas. Et par cette rencontre, on va diminuer cette crainte, on va diminuer cette peur, on va créer une fluidité de la relation au handicap. Et demain, quand on devient manager, quand on devient architecte, quand on devient décideur politique, on a vécu avec le handicap. Et donc, on a développé des réflexes qui font que désormais, on est capable de conscientiser ce que va être le besoin spécifique de la personne en situation de handicap. Et si on ne le sait pas, à minima, on l'interroge et on s'entoure des bonnes personnes pour trouver ces pistes de résolution. Comment vois-tu le rôle de l'innovation dans le sport et comment cela peut être appliqué dans le monde des affaires? L'innovation, pour moi, elle est inhérente au parcours de vie d'un sportif de haut niveau. Enfin, à un moment donné, et moi je l'ai vécu dans ma carrière sportive, si on fait pas preuve de réinterrogation, de challenge, de renouveau, on va progresser, mais on va progresser beaucoup moins vite que les adversaires. Et au début d'une carrière sportive, c'est assez simple, c'est-à-dire que les leviers de progression, ça va être la charge d'entraînement, ça va être l'hygiène de vie, ça va être l'alimentation, des leviers, des curseurs dont on a assez rapidement accès et qui sont assez faciles à mettre en place. Mais à un moment donné, quand on en est à ces deuxième, troisième jeux, qu'on veut continuer, qu'on a déjà atteint le top du top, là, il faut vraiment être sur cette rupture de l'innovation. Et l'innovation, elle peut être technologique. Et nous, ça, on l'a beaucoup dans le champ paralympique. C'est comment je vais vraiment challenger ce matériel. Comment, dans ma préparation sportive, je crée le meilleur interface entre mon handicap, ma pratique sportive et le matériel que j'utilise. Alors, quels projets ou initiatives te tiennent particulièrement à cœur aujourd'hui et pourquoi? J'ai une initiative qui me tient beaucoup à cœur, qui est un programme et un projet qui est porté par le comité paralympique, qui s'appelle Club Inclusif. C'est un projet qui est très simple quand on le raconte comme ça, quand on le met sur le papier. C'est un projet en fait qui vise à sensibiliser les clubs de proximité, les clubs dans les territoires, au fait d'accueillir une personne en situation de handicap. Mais c'est un projet qui est véritablement structurant. Pourquoi? Parce que ce programme, il a été lancé sur un constat qui est celui que en décembre 2022, il y a moins de 2% des clubs en France. On a 180 000 clubs qui jalonnent notre territoire. Moins de 2% se déclarent en capacité d'accueillir une personne en situation de handicap. Et en moyenne, une personne en situation de handicap, elle fait 50 km pour trouver un club adapté à son besoin, à sa singularité. Donc là,
Nous, on prend conscience qu'il faut absolument agir et qu'on doit contrecarrer, en fait, ces statistiques-là. Et comment on contrecarre? Eh ben, tout simplement, pas en créant un réseau de clubs parallèles. On recrée pas quelque chose de spécifique. On se base sur le socle existant, sur ce que sont les acteurs de droit commun, et on leur apporte la spécificité. Encore merci, merci Merci. beaucoup Marie-Amélie, voilà, de ces éclairages si profonds, si sincères, si authentiques et si riches. Encore merci, merci, merci infiniment. Avec plaisir.